Merci pour votre fidélité à Star 21 TV. Comprendre les dessous de l'actualité, c'est maintenant et ici dans cette émission Café Presse. Café Presse, il faut dire, c'est l'émission de Star 21 TV qui donne la parole aux professionnels de la plume et du micro qui décryptent, analysent l'actualité de la Guinée et pourquoi pas internationale en toute objectivité. Au menu de ce numéro de Café Presse, nous reviendrons sur la crise malienne avec la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta suite au coup d'état militaire. Également, nous parlerons des élections présidentielles dans cette émission avec la fixation de la caution pour la participation au scrutin du 18 octobre prochain qui est désormais fixée à 800 millions de francs guinéens par la Commission électorale nationale indépendante. Pour en parler sur ce plateau, dans l'émission Café Presse, je reçois pour vous, valeureux téléspectateurs de l'émission Café Presse, Talibé Bari, directeur général du groupe de presse City FM La République. Talibé, bonsoir et bienvenue dans Café Presse. Également avec moi dans cette émission, des nouvelles têtes qui sont également pour leur première invitation dans cette émission. Et j'espère d'ailleurs que ça ne sera pas la dernière. Mohamed Mara, journaliste au groupe Adafo Média. Mara, c'est tout le plaisir pour moi de te recevoir pour cette première expérience dans Café Presse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Également avec moi pour cette première expérience, pour lui et Bella Kamanou, journaliste à la radio parlementaire. Bella, bonsoir également, bienvenue dans Café Presse. Bonsoir mon cher Barry, bonsoir aux chers téléspectateurs. Alors, on va nous intéresser à cette actualité qui reste notamment dominante sur le continent africain. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans la nuit du mardi à mercredi sa démission et la dissolution du Parlement suite à son arrestation plus tôt dans la journée par des soldats mi-temps. Alors, Mohamed Barret, il faut dire qu'on ne pouvait pas dire que tout n'était pas déjà préparé, mais quand même, la question du coup d'État n'était qu'un temps pour ce qui concerne le Mali. Quel est votre regard sur cette information? Je pense très honnêtement que IBK a lui-même réuni les unes après les autres les pierres de l'édifice qui allait, je dirais même de la potence à laquelle il a fini par être pendu. Ouais. Qui, en Afrique, n'avait pas observé ces dernières semaines, depuis 3 semaines au moins, que quelque chose se tramait et qu'il y avait des agitations au sein de l'armée. Et tout ça sur fond de contestation populaire que tout le monde a vu, dont l'ampleur au Mali était quand même sans précédent. Mais il y a une leçon essentielle qu'il faille retenir, c'est que rien ne saurait résister à la détermination d'un peuple. Ouais. IBK a le soutien de ses pairs de l'Afrique de l'Ouest. On va parler de la CEDEAO dans cette émission. Justement, alors, il a le soutien de ses pairs, il a eu le soutien de la communauté internationale, il avait une situation sécuritaire, entre guillemets, qui était en sa faveur, parce que la guerre quand même au nord, jusqu'à preuve du contraire, permet d'être utilisée comme une sorte d'épouvantail pour continuer à se maintenir au pouvoir. Mais alors, en fin de compte, ce qui s'est passé, je pense que je suis même tenté de dire qu'il l'a cherché. Alors, Talibé Bari, vous aussi, est-ce que vous avez été surpris par l'annonce notamment de ce coup d'état militaire du côté de Mali? Parce que, comme l'a rappelé Mara, c'était presque prévisible. Écoutez, surpris, non. En fait, il y a 2 pays en Afrique de l'Ouest où souvent les crises qui visent directement le chef de l'État ont une forte tendance à se terminer par un coup d'État. Ouais. C'est le Mali et c'est le Niger. On n'a pas besoin de rappeler tous les cas, tous les cas précédents. Oui. Et pour ce qui est du cas de IBK, il y a que dans plusieurs pays à travers l'Afrique, il y a souvent des mouvements de contestation d'un président. Mais l'ampleur du mouvement qui visait IBK, mais aussi l'union sacrée qu'il y avait au sein de cette mosaïque d'ethnie, de mosaïque de mouvements politiques et d'associations de la société civile, tout cela traduisait profondément un rejet de la politique de IBK. Parce que certains ont tendance un peu à situer la crise à partir des dernières législatives. Non. La présidentielle déjà, qui a abouti au second mandat de IBK, était une présidentielle fortement contestée. Ouais. Pour beaucoup, IBK, contrairement à ce qu'on a laissé transparaître, n'était pas
n'avait pas été convenablement réélu. Donc c'est dire qu'à partir de la présidentielle déjà, il y avait un malaise rampant. Les législatives sont venues, disons, mettre davantage à nu ces élections tripatouillées et le tout face à un régime au profit d'un régime dont la majorité des Maliens n'étaient déjà pas satisfaits. Alors, sur cette première question, Bella Kamano, voilà, comme l'a rappelé les confrères, on ne pouvait pas dire que c'était quelque chose notamment qu'on ne s'attendait pas. Vous également, comment est-ce que vous avez appris ce coup d'État? Bon, peut-être que moi je vais vous surprendre en toute réalité. C'est vrai que les conditions étaient réunies et vu ces derniers temps les différents mouvements, la révolte populaire, manifestations contre le régime d'IBK, je n'étais pas en tout cas préparé à ce coup d'État, malgré tout. Non, mais vous connaissez mal l'histoire du Mali. Oui, je sais qu'il y a eu un coup d'État, je sais qu'il y a eu des précédents en 68, je sais qu'il y a eu un autre coup d'État en 91 et en 2012 également, il y a eu un coup d'État. Mais je ne m'attendais pas quand même en ce 21e siècle à un coup d'État contre un président démocratiquement élu. Même si aujourd'hui... Mais 2012, c'est le 21e siècle. Oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez dans quel contexte le coup d'État... Donc quand vous dites que vous ne vous attendez pas, c'est par rapport à... Justement, je ne m'attendais pas, c'est par rapport justement à ce pays où on a un président qui a été démocratiquement élu. Mais qui est contesté. Tout à fait. Voilà, contesté par rapport à sa gestion, mais pas par rapport à sa manière d'être élu. C'est là la différence. Donc je me disais que les mouvements peut-être allaient réussir à le faire plier en l'amenant par exemple à changer de gouvernement, à dissoudre l'Assemblée nationale ou pourquoi pas à dissoudre même la Cour constitutionnelle qui était aussi... un autre point d'achoppement qui était d'ailleurs un autre élément sur lequel se focalisait trop l'imam Diko qui est d'ailleurs jusqu'à présent, même s'il dit qu'il retourne à la mosquée, parce que hier il était encore apparu aux côtés des manifestants, qui faisait partie des éléments de revendication de l'imam Diko, qui est la figure de proue de ces manifestations. Alors, il y a cette sortie de la communauté internationale, notamment l'ONU à travers son secrétaire général, Antonio Guterres. Il y a également la sous-région avec la CEDEAO qui dénonce ce coup d'État et la CEDEAO elle-même menace des sanctions, notamment face à ce coup d'État. Alors, on peut dire que la démarche de la CEDEAO aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas discutable? Parce que pour moi, tout était prévisible, mais la CEDEAO n'a pas mené les solutions qu'il faille pour la situation malienne. Que dites-vous de cette sortie, notamment de la communauté ouest-africaine, Mara? Alors, pour moi, la CEDEAO, c'est le machin qui ne sert plus à rien pour les peuples. C'est le machin, tout simplement, qui... est devenu une sorte de bouclier pour nos potentats de se maintenir au pouvoir. Vous le savez, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays, quand il y a des dérives antidémocratiques, ce qui se passe, c'est que la CEDEAO protège toujours ses chefs d'État. Mais pour le cas de Mali, ce n'était pas des dérives antidémocratiques. Attention, attention. La réélection de IBK a été contestée, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais pas antidémocratique. Attention, dès le moment où les jeux démocratiques ne sont pas respectés, vous ne pouvez pas dire que c'est démocratique. Et je vous rappelle qu'à l'heure où nous parlons, le chef de file de l'opposition malienne, personne ne sait où il est passé. Personne ne sait. Dans quelles conditions il a été arrêté, on ne le sait pas. Il y a un flou total autour de cet enlèvement. Mais ça, on ne peut pas mettre ça, notamment du ressort du gouvernement, d'IBK. Lorsque vous êtes en campagne, dans tous les pays du monde, quand vous êtes en campagne, l'État met à la disposition des candidats des équipes de sécurité. C'est le minimum. C'est le minimum. Je pense que dans un pays comme le Mali, avec quelqu'un comme Soumaïla Cissé, qui, si on laisse le jeu se dérouler comme il avait cours jusqu'alors, dans 3 ans, il y a de fortes chances que quelqu'un comme ça puisse passer. Alors qu'il se fasse enlever au nez, à la barbe, que ce soit de la MINUSCA qui est présente là, des forces de la CEDEAO, de l'armée malienne et tout, il y a quand même énormément d'interrogations qu'on puisse poser. Alors, maintenant, de l'autre côté, de la CEDEAO sur la crise malienne. De l'autre côté, je vous le disais que la CEDEAO, pour moi, c'est un machin, parce que je vous rappelle que même dans le cas guinéen, l'opposition guinéenne a
esté en justice devant la Cour de justice de la CEDEAO contre l'institution CEDEAO elle-même pour lui dire si vous voulez, des prescriptions communautaires sont en train d'être violées à l'intérieur de notre État. Et nous vous avons écrit plusieurs fois pour que vous interveniez, vous ne l'avez pas fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous vous poursuivons devant la Cour de la CEDEAO pour vous obliger à prendre vos responsabilités. Alors Mara, qu'est-ce que la CEDEAO pouvait faire? Qu'est-ce que la CEDEAO pouvait faire? Du côté du Mali déjà, l'ampleur des contestations, nous en avons parlé, prouvait qu'il y avait un sérieux problème de légitimité qui s'opposait. Oui, mais sauf que c'est un président qui a été élu de façon démocratique, qui a un cours de mandat. On ne peut pas cautionner ça. Vous savez la différence entre un potentat et un putschiste? Vous savez la différence entre les deux? C'est juste une question de légitimité. Parce qu'en réalité, les deux utilisent le pouvoir par la force. Le putschiste, il le prend par la force. Et ce qui compte généralement dans ce genre de situation, c'est l'exercice effectif du pouvoir. Le Mali va être sanctionné pendant un certain temps. La Guinée l'a connu il n'y a pas très longtemps, en 2008. Il y aura des sanctions. Mais à un moment donné, si les putschistes se comportent bien, la communauté internationale est obligée de discuter avec la junte pour trouver des solutions. Le Mali voilà. Expliquez-moi pourquoi aujourd'hui, une personnalité comme Sekouba Konaté vit tranquillement entre les États-Unis et la France. Pourtant, c'est un putschiste. Je suis désolé. Je dis bien que tout dépendra du comportement des militaires qui sont au pouvoir actuellement au Mali. Mais quand il s'agit de la CEDEAO, n'oubliez pas. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous prenez le président... Qu'est-ce que la CEDEAO devrait faire en réalité, Amara, dès le moment où la contestation a été aussi vive qu'on l'avait connue, la CEDEAO aurait dû tout de suite mettre la pression sur l'IPK en lui tenant un langage, un discours de vérité. Mais c'est en cours. Et je pense... Attendez, non, ils ne l'ont pas fait. Au départ, concernant même la situation guinéenne, vous savez que Mahamadou Youssoufou, qui est quand même le président en exercice, lui, il avait un discours. Mais la conférence des chefs d'État, elle continue de se complaire dans des discours, je dirais, syndicalistes. C'est ça le gros problème. Aujourd'hui, au Mali et dans un pays comme la Guinée. Maintenant, de l'autre côté, vous avez dit qu'est-ce que la CEDEAO aurait dû faire. C'est pas compliqué. Moi, je pense que les conditions même qui ont entouré cette élection, mais c'était des conditions conflictogènes. IBK a réuni tous les éléments pour avoir des élections, mais à l'issue, mais totalement explosif. C'est ça la CEDEAO qui organise les élections dans les pays membres. Attention. Ça dépendra. Attention, n'oubliez pas qu'il y a un acte qui lie tous les pays de la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO, et qui régit la gouvernance électorale, démocratique et électorale. Ça, il ne faut pas l'oublier. La loi interne dans chaque pays est assujettie au respect de ces principes communautaires. Est-ce que cela a été respecté au Mali? Bien. C'est cela. Lorsque vous organisez des élections qui sont autant contestées, lorsque vous mettez en place quasiment par la force une cour, comme on appelle ça, une assemblée nationale, dont le tiers des membres se trouvent contestés dans les urnes, et là, je vous rappelle que même des cadres du parti au pouvoir ont reconnu qu'il y avait un problème et que le tiers de l'Assemblée était mal élu, je pense qu'Ibk aurait dû lâcher du lest très tôt. Il aurait dû lâcher du lest très tôt et reconnaître qu'il y avait un problème. Il faut dire que Bella Kamano, suite notamment à ce sommet virtuel notamment qui s'est passé entre les chefs d'État africains, c'est vrai qu'il y a ces menaces de sanctions et l'exigence par rapport au retour d'Ibk à ses fonctions. Est-ce que là, on ne peut pas dire que la CEDEAO, au lieu de rêver, est en train de faire des utopies en ce qui concerne notamment le retour d'Ibk comme président de la République au Mali dans ce contexte actuel-là? D'abord, il faut rappeler que la CEDEAO est en train de respecter la procédure habituelle, pour ne pas dire la procédure. C'est qui est dommage. La procédure classique. Il faut que ce soit la CEDEAO pour le peuple. C'est un principe en tant qu'institution sous-régionale. Elle ne devait pas apprécier ce qui se passe, encore moins saluer ce coup d'État. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de condamner, amener les uns et les autres à se rendre compte que ce qui s'est passé au Mali ne doit pas, ne devait pas se faire, parce que tout simplement, un coup d'État met un terme à l'ordre constitutionnel, parce que tout simplement, un coup d'État renverse un pouvoir, surtout lorsqu'il est démocratiquement élu. Et parlant du retour d'Ibk. Parlant du retour d'Ibk. Ça quand même c'est... Je répondrai à cette question, mais permets-moi de revenir sur le développement qu'a fait tout à l'heure Mara sur la prise d'otage de Soumaïla Cissé. Vous savez que la situation qu'a hérité, je ne suis pas en train de défendre le président Ibk, la situation qu'a hérité Ibk, après donc le coup d'État de Sanogo, est une situation sécuritaire très complexe, pour ne pas dire
une situation sécuritaire aujourd'hui difficile à gérer. Et c'est dans ce contexte que IBK a été élu. Après avoir été élu, il a géré son premier mandat. Il est aujourd'hui à son second mandat. Et c'est dans ce même contexte qu'il organise des élections législatives au cours desquelles, donc au cours des campagnes desquelles, le leader, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été arrêté. Ce sont donc les conséquences du premier coup d'État, ou d'abord du troisième coup d'État, le coup d'État de 2012. Non, ce sont les conséquences. Le Mali déjà parce que là où il a été pris en otage, institutionnel parce que oui, voilà, je suis d'accord, mais là où Soumaïla Cissé a été pris en otage, c'est dans une zone pratiquement qui est insécurisée. C'est ça la réalité. Alors, de là jusqu'à aller comparer le coup d'État du Mali à celui qui a été perpétré ici en 2009 par les Sékouba Konaté, qui, c'est vrai, se pavanent à travers le monde en toute liberté. Les Sékouba Konaté ont fait un coup d'État contre un président mort, contrairement à IBK qui était un président démocratique. Non, mais un président mort dont le mandat était en cours également. Parce que voilà, c'était le président du Parlement qui devrait le succéder dans les conditions normales. Mais vous savez que le président du Parlement était nettement au-delà de son mandat constitutionnel. Donc le président du Parlement, à l'époque, vous le savez, ne pouvait pas succéder au président mort. Donc c'était la raison fondamentale. Il ne faut donc pas comparer les deux coups d'État. C'est ce qu'il a fait. Non, il n'a pas comparé le coup d'État au Mali à celui intervenu en Guinée après la mort de Mali. Il a comparé le coup d'État. Attendez. Je pense, non, ne travestissez pas mes mots. Ce que je dis, c'est un principe que je rappelle. Je dis qu'en matière de pouvoir, le principe en général qui prévaut aux yeux de la communauté internationale, derrière, malgré les condamnations qui pleuvent, mais c'est l'effectivité de l'exercice du pouvoir. Vérifiez-le dans tous les pays où il y a eu des coups d'État. Lorsque la junte qui arrive a réellement les clés du pouvoir, on finit par négocier avec cette junte. Et en plus, d'ailleurs, au Mali, il y a autre chose. Pas plus tard que vendredi, vous avez vu cette onction populaire apportée quand même à l'action des militaires. Alors, c'est à la limite, si au Mali, l'opposition, la société civile, les religieux et si vous voulez, la jeunesse n'ont pas réclamé ce coup d'État. Si vous permettez, on va revenir sur vous. Je vais répondre maintenant à la dernière question parce que nous allons marquer une courte pause. On va revenir sur vous tout à l'heure dans cette émission parce qu'on me fait signe que nous sommes notamment vers la fin de cette première partie. Alors on va marquer une courte pause avant d'arriver dans cette émission pour continuer à parler de cette crise malienne juste après ça.